Super, salut à tous. On se retrouve pour notre nouvelle édition de Midnight Manga. On est, comme vous le voyez, sur l'épisode 3 de Saint Seiya, épisode G, toujours chez Panini Comics, édité en 2004, enfin à partir de 2004 en France. Toujours de Masami Kurumada, donc qui est l'auteur original de la saga Saint Seiya et qui est aussi le scénariste de Saint Seiya épisode G, et de Megumi Okada, qui est le dessinateur de cette édition. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire la description des auteurs. Donc Masami Kurumada, cet auteur aujourd'hui célèbre dans le monde entier, a commencé sa carrière en 1974 et ses premiers succès sont un manga sur la boxe, Ring ni Kakero, suivi de Fuma no Kojiro, plus tard adapté en dessin animé, mais c'est la série Saint Seiya, débutée en 85, qui lui apporte la consécration. À ce jour, elle a été adaptée en dessin animé, film, etc. Voilà. Et Megumi Okada, grand spécialiste des histoires de chevaliers et de combattants, ce mangaka est connu au Japon pour ses œuvres au graphisme particulier, notamment Shadow Skill, adapté en dessin animé, récemment arrivé en France. Donc récemment arrivé en France en 2004. Puisque ça date de 2004. Son utilisation des couleurs par ordinateur, l'une des comics américains, montre sa palette de dessins. Voilà. Donc on est sur notre Saint Seiya épisode G, tome 3. Donc pour ceux qui ont suivi les deux premiers épisodes, on parle en fait tout simplement, on fait la review complète du tome. Vous connaissez sans doute les reviews des chapitres pour ceux qui suivent un petit peu les reviews que d'autres peuvent faire sur d'autres mangas en faisant la review des chapitres. Là, nous, on a décidé simplement de faire la review en prenant les tomes, donc en prenant des vieilles histoires. Donc certains d'entre vous, évidemment, ont peut-être déjà eu l'occasion de lire le manga, mais bon, ça fait pas toujours de mal, et j'essaye aussi de vous apporter peut-être quelques points, je sais pas, mythologiques ou autres. Donc on commence tout de suite avec les pages couleurs, puisque comme je vous l'ai dit dans les fois précédentes, nous avons droit à des pages couleurs. Et pour ceux qui pourraient nous suivre en live là tout de suite, n'hésitez pas à commenter, liker, etc. Si vous avez des questions, j'y reviendrai. Donc on a nos pages couleurs où, encore une fois, on est transposé dans le passé, si je puis dire. Là, on a une très belle page couleur qui est une page, je ne sais pas trop comment dire, en 4 ou en 3, puisqu'en fait, on a la page qui s'ouvre de l'intérieur et on peut retrouver en fait tout simplement Saga qui se retrouve avec son armure des Gémeaux devant je crois que c'est la maison des Gémeaux d'ailleurs, devant sa propre maison, et qui doit affronter des créatures, des spectres, je ne sais pas trop. Et donc ça nous permet en fait de voir Saga qui est en train tout simplement de combattre. C'est effectivement voilà des images du passé. Donc comme je vous l'avais dit dans les tomes précédents, on a toujours ces images couleurs qui permettent tout simplement de voir des actions du passé de nos personnages. Là, on est plus axé sur Saga. Donc ça, c'est cool. On est sur Facebook et sur Twitch pour ceux qui le regardent. Donc on s'était arrêté, notre héros Ayolia, accompagné de Aldébaran du Taureau et de sa petite protégée Lythos, sont arrivés à Jamir et sont plus précisément arrivés devant tout simplement Mu du Bélier, qui discute avec eux. Et étant donné que Mu du Bélier, vous le savez, est présenté quand même de manière assez pacifiste par plusieurs fois où il apparaît, il a ressenti les volontés belliqueuses d'Aliolia et lui demande tout simplement de partir. Et il décide de regarder un petit peu l'armure d'Aliolia pour voir qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Et donc Aliolia, refusant évidemment de quitter les lieux sans que son armure ne soit réparée, un combat entre eux s'enchaîne. Et Aliolia se rend compte assez rapidement en fait que sa puissance par rapport à la télékinésie, psychokinésie, les pouvoirs, on va dire, un peu mystiques de Mu, ne font pas trop le poids. Il a des pouvoirs paranormaux, il s'en rend bien compte lui-même.
et on voit très clairement Mu, on va dire, prendre le dessus et faire bien comprendre à Aliolia que son armure est morte et que effectivement, voilà, bon, il lui dit il n'y a plus rien à faire, mais évidemment, il y aura des choses à faire. Alors, on est projeté ensuite au Mont Étoilé, donc qui est le lieu sacré des grands peuples, où seuls les grands peuples peuvent se rendre. Et donc là, on retrouve à nouveau Saga, mais cette fois-ci, dans sa tenue de grand pop. Encore une fois, c'est la tenue de grand pop, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Tout simplement, avant qu'il ne mette ce masque, toute cette tenue rouge pour cacher son visage. Et on a le Seigneur Puntos, donc qui est un des titans, un des dieux anciens qui apparaît, qui refait voilà son apparition. Et on a une discussion voilà entre les deux et on voit. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit quand même Saga, qui est censé être le plus puissant des chevaliers, se mettre à genoux devant Puntos, retirer son casque pour pouvoir s'adresser à lui de manière très très humble. Et on a toujours cette conversation en fait au niveau des augures. Donc Puntos lui demande est-ce que tu as des mauvais augures, toujours pour faire référence à Aliolia, savoir s'il sera un danger pour eux. Et effectivement, je vois un mauvais augure, la mort, la destruction et aussi la silhouette d'un dieu puissant qui se dresse à nouveau. Là, il fait sans doute référence à Chronos. Et on revient, on a cette petite coupure, on revient sur le combat entre Mu et Aliolia, et on voit clairement que Mu domine Aliolia, et il se rend compte, puisque Aliolia est en train de perdre son combat, mais il décide de faire brûler son cosmos, il se rend compte en fait que son armure est quand même capable de revenir à la fin, de revenir sur son propriétaire, de dégager à nouveau une aura cosmique. Et on a donc toujours cette technique. Malheureusement, je trouve que c'est juste un peu dommage. En fait, on a le Lightning Bolt, le Lightning Plasma, qui sont les techniques de justement d'Aliolia, Chevalier du Lion. Ce que je trouve juste un peu dommage, en fait, c'est qu'on est souvent sur vraiment je trouve le même positionnement en fait d'Aliolia quand il frappe, où on le voit toujours pointer son bras droit sur la fin. C'est toujours un peu la même image, quoi. Donc on a voilà le combat qui continue entre les deux. Et en fait, on découvre tout simplement que ils avaient réussi à ressentir un cosmos ennemi depuis le début, et que en fait le combat qu'ils étaient en train de mener était une espèce, je sais pas, de diversion ou autre, dont l'objectif était de faire apparaître le véritable ennemi que vous voyez apparaître, et qui porte lui aussi une armure d'ébène. Il ressemble évidemment à Hyperion, le noir. Donc voilà, on a un combat qui commence entre Mu tout simplement et ce nouvel ennemi. Son bras déchire l'espace et appelle une autre dimension. Alors à ce moment-là, le nom, je ne m'abuse, hein, le nom je crois n'a pas encore été cité, mais pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie et les titans, normalement à ce moment-là, on comprend que c'est Japet des dimensions, donc l'un des titans qui doit être là, qui est le titan en fait qui était capable de maîtriser l'espace. Japet, qui est le fils qui est le père du titan Prométhée, qui lui-même est le père de l'humain ou du demi-dieu Deucalios, qui est dans la mythologie grecque celui qui a survécu au déluge, pour ceux qui connaissent, ou pour ceux qui aimeraient s'informer un petit peu. Donc en fait, on voit à travers Japet, Prométhée, Deucalios, en fait, que la descendance de Japet, ça c'est une petite parenthèse, hein, la descendance de Japet en fait est celle qui aura eu le droit de permettre aux hommes de survivre. Prométhée, qui est celui qui a donné le feu aux hommes d'ailleurs, et Deucalion, qui est celui qui survivra au déluge. Mais revenons à nos moutons. Donc on a le combat entre, pour l'instant, ce titan obscur et Mu qui commence. D'ailleurs, on a une très belle image sur Mu qui utilise son Crystal Wall. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait l'armure
comme elle est dessinée par Megumu Okada, vous voyez qu'elle est vraiment différente de l'armure qui a été dessinée par Kurumada. Hein. On a vraiment un style très carré, très droit. J'ai vraiment envie de dire, c'est un peu comme si vous compariez une R19 avec je sais pas, une Audi ou une Ferrari peut-être actuelle. Voilà, on a des traits qui sont vraiment très différents au niveau des armures. Et je trouve que les armures, quand même, dans épisode G, sont vraiment très, très bien dessinées, quand même, hein, sont très belles. Depuis l'aube des temps, les hommes ont toujours combattu contre les dieux tout-puissants. Aux yeux des dieux, les humains sont peut-être des faibles créatures, mais dans leur âme se cache un pouvoir aux possibilités infinies. Alors ça, c'est ce que dit Mu en utilisant son Crystal Wall pour empêcher son adversaire d'avancer. Et on a donc voilà le combat qui s'ensuit. Pour ceux qui ont peut-être lu ou vu justement la série animée, surtout dans le chapitre d'Hadès, donc vous voyez que le Crystal Wall, c'est une arme de défense très très puissante qui permet à Mu vraiment quasiment de bloquer n'importe qui. Hein. C'est vrai que dans la série, au niveau de Hades, c'est Sion qui détruit son wall. Et on a surtout Mu qui va utiliser sa Starlight Extinction pour essayer de vaincre son adversaire et tout simplement le détruire. Donc Starlight Extension, tout disparaît, mon espace a disparu. Donc vous voyez que Mu maîtrise très bien son combat et que son adversaire d'ailleurs voilà, s'étonne vraiment de la puissance de Mu, mais Mu a affaire quand même un titan, donc un dieu, etc., avec une armure d'ébène, donc c'est pas non plus le petit kéké que vous pouvez affronter. Donc je vous passe juste un petit peu le combat et je vais revenir en vous lisant la présentation en fait justement du dieu. Ha 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 ha. J'en étais sûr, c'est moi le plus fort, je suis un dieu. Je ne peux pas perdre contre un humain car je suis l'un des 12 plus puissants dieux. Je suis Japet des dimensions, le titan. Donc après Hyperion le Noir, dans l'épisode 2, enfin dans le tome 2, on a Japet des dimensions qui apparaît dans le tome 3. Je punirai tous les misérables mortels qui osent s'opposer aux dieux, disparaissez de ce monde et retournez au néant. Donc là, on a tout simplement Japet des dimensions qui vous fait la démonstration de toute sa puissance. Mais malheureusement pour lui, on a Mu, le chevalier d'or du bélier, qui réussit à contrer son attaque, je ne vais pas dire principale, suprême, mais qui réussit en tout cas à contrer l'attaque surpuissante que nous fait Japet des dimensions. Je suis un chevalier sacré de la déesse Athéna, Mu, le chevalier d'or du bélier, au nom d'Athéna, déesse protectrice de la justice sur cette terre. Je vais faire un miracle. Donc on a encore une fois cette histoire de miracle avec le cosmos de Mu qui s'intensifie. Il intensifie son cosmos au point qu'un bélier apparaît, un bélier visible apparaît, et on voit Mu réussir à tenir tête clairement à Japet des dimensions. D'ailleurs, Japet des dimensions, quand il utilise son pouvoir, vous remarquez que en fait apparaît de son côté, ce qui est un peu étrange, puisque théoriquement c'est un dieu mythologie grecque, mais apparaît de son côté. En fait, j'ai l'impression que c'est un démon, c'est pas un démon japonais, mais c'est plutôt un démon bouddhiste ou quelque chose comme ça. C'est assez étrange qu'il fasse apparaître, effectivement, ça a l'air d'être un espèce de démon bouddhiste, ce qui serait plus pour Shaka, mais bon. Et vous avez un combat entre les deux qui les oppose. Et le combat, on va dire, on voit clairement qu'ils sont à peu près de même niveau, hein, entre Japet et entre Mu. Et vous avez en fait le combat qui au final va être stoppé tout simplement par l'intervention de ce qui semble être justement le corps désincarné, la psyché en fait de Chronos qui vient stopper le combat en disant que seul lui a le droit d'autoriser Japet des dimensions, tu es venu ici de ton propre chef sans attendre mon ordre. Oseras-tu te rebeller contre moi? Et vous voyez tout de suite Japet qui obéit à Chronos et Chronos lui ordonne de partir. Et vous vous rendez compte, en fait, c'est la première fois que, on va dire, Chronos apparaît clairement, que l'image de Chronos apparaît devant les chevaliers, et c'est assez intéressant puisqu'on a justement Japet qui
et un titan qui va affronter Mu, on voit qu'ils sont à peu près de force égale, hein. Donc on comprend que Japet est du niveau d'un chevalier d'or, voire peut-être plus, puisqu'il ne s'est pas forcément donné à fond. Pour Hyperion, c'était la même chose. Donc on voit qu'on a des adversaires qui sont équivalents au minimum à des chevaliers d'or, et là on nous introduit un personnage qui, juste en étant désincarné, en fait, terrifie quelqu'un qui a été montré déjà comme puissant. Donc on nous montre que ce personnage-là est encore plus puissant. Donc ça laisse promettre de belles choses entre Chronos et ses combats futurs. Donc pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur cet épisode 3 et Saint Seiya épisode G, qui se passe en 1979. Donc c'est 6 ou 7 ans avant la série Saint Seiya classique. Et si je ne me trompe pas, normalement, puisqu'il a 20 ans à ce moment-là, Aiolia doit avoir 13 ou 14 ans dans l'épisode G. Donc on a ce combat entre Japet et Mu qui se finit, et on revient en fait dans le sanctuaire, où là on revient encore une fois sur le grand pop, qui est toujours Saga, l'imposteur, qui a cette tenue en fait traditionnelle du grand pop, qui n'est pas encore cette tenue très effrayante qu'il a dans le Saint Seiya classique. Et on a Shura en fait qui fait son apparition. Shura en fait là ce qui est intéressant en fait, c'est que vous découvrez que Shura a des remords ou se pose des questions en fait sur ce qui s'est passé entre lui et Aiolos, donc Aiolos le chevalier du Sagittaire, avec toujours cette image qui réapparaît de leur combat au moment en fait où Shura allait frapper Aiolos, où Aiolos a ce regard sûr de lui, comme si en fait c'est lui qui avait raison en fait dans ce qu'il faisait. Et donc on a Shura qui demande des explications et qui découvre tout simplement que le grand pop fait l'invocation, si je puis dire, de l'armure du Gémeaux, et qui attaque l'armure du Gémeaux pour se rendre compte que il découvre que le grand pop est Saga des Gémeaux, il en fait la déduction. Il pense combattre Saga via l'armure, alors que l'armure en fait c'est juste une distraction, et il se fait frapper par la technique de l'illusion maléfique de Saga, et en fait vous découvrez que Shura en fait passe sous le contrôle donc l'illusion maléfique Genro Miyaken, j'essaie de bien prononcer. Donc vous découvrez en fait que Shura dans donc Saint Seiya épisode G, donc dans le préquel du classique Saint Seiya, Shura en fait, qui effectivement avait obéi aux ordres qu'on lui avait donnés pour tuer Aiolos, mais se fait quand même manipuler par le grand pop à un moment, puisqu'il avait commencé à poser des questions sur ce qui s'était passé, et vous avez un magnifique combat entre Saga qui revêtit son armure et Shura. Donc vous voyez tout simplement la Galaxian Explosion. Donc vous comprenez carrément que Saga est prêt à tuer Shura. Le combat continue parce que Shura a réussi à résister à la première manipulation de l'esprit, mais finit quand même par tomber une deuxième fois à la suite d'une deuxième attaque. Et on revient sur tout simplement Mu et compagnie, avec la suite du combat où Mu va tout simplement décider de venir en aide à Aiolia pour l'aider à réparer son armure. Et on finit, normalement, si je ne m'abuse, le tome, je vais juste vérifier si effectivement on est bien sur ça. Normalement, je crois qu'on est bien sur ça. On finit en fait ce tome tout simplement sur le monde des titans, où on retrouve Japet qui revient, qui retrouve le corps désincarné de Chronos, qui retrouve Hyperion le Noir, avec une discussion sur qu'est-ce qui t'est arrivé, tu t'es fait botter le cul, et on finit le chapitre, enfin pas le chapitre, le tome, on finit le tome 3 en fait sur une très belle image où on voit l'invocation du clan des géants qui apparaît tout simplement. Donc il faut savoir que dans la mythologie grecque, vous avez eu la titanomachie, ça a été le combat entre Zeus et les titans, qui a été suivi
plus tard par la gigantomachie qui a été le combat entre, enfin quand je dis Zeus, hein, c'est plutôt les dieux olympiens, entre les dieux olympiens et les géants. Et donc là, dans Saint Seiya, ce qui a été intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu le retour des titans et de la même manière, on a le retour des géants. Et évidemment, dans les tomes qui vont suivre, vous aurez des géants qui vont venir combattre, ainsi que des titans qui vont venir combattre les 12 chevaliers d'or. Je vous rappelle que c'est un préquel et que, évidemment, les 12 chevaliers d'or qui sont présentés dans cette saga sont les mêmes que ceux qui vont apparaître dans le classique, que dans le classique, ils sont toujours en vie, donc vous déduisez évidemment qu'ils vont quand même gagner. On arrive à la fin du chapitre. Moi, je vous remercie. Je vous invite à nous retrouver sans doute demain soir à minuit. On sera sur Facebook, on sera sur Twitch. Ce week-end, on aura notre événement, la GeeksCon. On sera sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube. On va faire du cosplay, de la K-pop. On va parler e-sport, jeux vidéo. On va parler de manga, de comics, de plein de choses. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Et moi, je vous remercie d'avoir été là cette nuit. Ciao.